Bonjour à tous. A priori, c'est bon, on est en direct. Nicolas, Sylvain, est-ce que de votre côté, Bonjour. vous m'entendez bien? Bonjour. Ça marche bien. Bien, merci et Oui. toi? Est-ce qu'on a déjà quelques spectateurs de connectés qui peuvent nous faire un petit retour là sur le micro, savoir si tout fonctionne bien? Bon, à savoir, Nicolas, Sylvain, il y a à peu près 20 à 30 secondes de décalage entre Ouais. notre presse et ce qu'il voit sur LinkedIn. Donc, on va continuer en attendant de voir s'il y a quelques messages qui arrivent. Ok. Maintenant que pour la tech, c'est fait, pour vous présenter rapidement, donc Nicolas et Sylvain qui nous viennent de chez OnePoint, hein, je ne me trompe pas, hein, je ne fais pas d'impair, Oui. et qui C'est vont ça. nous parler aujourd'hui de Cluster Cube sur deux sites. Est-ce que c'est juste histoire de dispo ou non? Euh, j'ai une présentation un peu en mode retour d'expérience, hein, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous avez déjà mis en Exactement. place. Tout à On n'est fait. pas sur du 100% théorie. Le press va durer à peu près 45 minutes. On se garde une petite séance de questions-réponses à la fin. N'hésitez pas à aller poster dans les commentaires LinkedIn du coup pour le coup. Et puis on reviendra dessus en fin de présentation. On affichera tout ça à l'écran et Sylvain et Nicolas Parfait. prendront le temps d'y répondre, bien évidemment s'il y en a. Nicolas, Sylvain, c'est à vous. Je vous souhaite bon courage et moi je réapparais dans plusieurs dizaines de minutes pour clôturer le live. Merci beaucoup. Ça marche, merci. Merci. Bonjour à tous et du coup, bienvenue du coup, sur cette présentation où on va faire un petit retour d'expérience sur comment déployer un cluster cube sur deux sites et si c'est simplement une histoire de disponibilité ou s'il y a autre chose derrière. On va commencer par se présenter. Donc, je m'appelle Sylvain Métayer, je suis tech lead à OnePoint à Bordeaux. Et au quotidien, je bosse pas mal avec des conteneurs, des orchestrateurs de conteneurs, et pour déployer les applications et s'assurer qu'elles restent disponibles et accessibles en tout temps. Et moi, Nicolas Troen, je suis également chez OnePoint et j'officie en tant qu'ingénieur de production, SRE. Donc j'interviens dans des sujets DevOps, entre autres, et surtout du côté production des applications et de l'infrastructure. Donc, avant de débuter, on va poser un petit peu le contexte. Donc, les projets sur lesquels on est intervenu, c'est du Cube ou du OpenShift on-prem. Donc, on était sur un hyperviseur, que ce soit VMware, Nutanix ou autre. De ce fait, on n'a pas toutes les fonctionnalités du cloud public, mais on est quand même sur un environnement virtualisé et on va s'appuyer sur les fonctionnalités des hyperviseurs pour pouvoir gérer la disponibilité de notre cluster. Alors, continuons sur le contexte. Donc, vous l'avez vu dans le titre, on est dans un contexte on-prem et nous sommes sur un besoin de redondance sur lequel on sera sur deux régions géographiques. On peut entendre aussi deux data centers avec des serveurs qui vont être répartis entre la région A et la région B. Bien entendu, pourquoi on est sur deux régions? Eh bien, tout simplement pour avoir de la redondance et de la tolérance à la panne euh, par rapport à ce qui nous est demandé. Donc là, en l'occurrence, ce cluster Kubernetes. Les recommandations parlent de 3 sites. OK. Mais ça fait des années, pour ceux qui ont eu une certaine expérience et qui ont travaillé sur des infra legacy, enfin, que l'on appelle legacy aujourd'hui, on a l'habitude de mettre en place des redondances sur deux sites. Donc, allons-y, notre cluster cube sur deux sites, c'est parti. Alors, quand même, avant de rentrer dans le cœur du sujet, on va faire un petit instant définition pour s'assurer qu'on parle de la même chose lors de cette présentation. La première chose dont on va parler, c'est de haute disponibilité. La haute disponibilité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à accéder du coup à une plateforme à tout moment. Et c'est-à-dire que s'il y a une panne sur un des deux sites, l'autre site va pouvoir prendre la suite de manière transparente. Donc que ce soit avec différentes stratégies telles qu'une mécanique active-passif pour faire une bascule automatique, avec une sauvegarde ou autre, ou actif-actif. Et dans ce cas-là, on va répartir la charge entre les deux sites.
Et ensuite, on travaille, donc, on a dit, sur un cluster cube qui va être réparti sur ces 2 zones. Donc, c'est ce qu'on va appeler un stretch cluster. C'est-à-dire que notre cluster cube a vraiment l'ensemble de ces nœuds répartis sur les 2 régions, que l'on parle des nœuds control plane ou que l'on parle des nœuds compute, donc ceux sur lesquels, notamment, seront déployées les applications. Ce qui va induire aussi bien des notions de répartition de charges entre les 2 sites. Nous sommes là donc dans un contexte purement actif. Les 2 sites sont actifs et fonctionnent au même moment. Alors, on a évoqué le terme de control plane. C'est sûrement familier à beaucoup d'entre vous. On va revenir rapidement sur quelques briques qui composent un control plane. Et on ira creuser notamment une brique à côté, un peu plus en détail, qui est relativement importante. Donc un control plane, c'est constitué notamment d'une API serveur, qui est le point d'entrée pour communiquer avec votre cluster. C'est ce que vous allez contacter et ce que vos pods vont contacter tout le temps pour pouvoir communiquer avec votre cluster. Et cette API serveur va interagir avec d'autres composants, différents contrôleurs, par exemple le deployment controller pour gérer l'état, les déploiements donc de vos pods. Également, il va y avoir le scheduler qui va s'assurer de placer vos pods sur tel ou tel nœud selon la capacité disponible sur le nœud, donc des ressources, ou selon ce que demande le pod. Et on va avoir notamment une brique également etcd qui est la mémoire de votre cluster Kubernetes et qui est relativement importante lorsqu'on veut une haute disponibilité sur notre cluster. Alors, on parle beaucoup de Kubernetes. Juste avant, dans le contexte, on avait précisé qu'on avait un contexte avec du Kubernetes et un autre où on a eu de l'OpenShift. On va mentionner Kubernetes de manière générale uniquement dans cette présentation parce que OpenShift, c'est une déclinaison, c'est un Kubernetes préconfiguré ou packagé par Red Hat. Donc, par souci de facilité, on va mentionner Kubernetes à chaque fois. Donc du coup, notre control plane, on peut se dire qu'on a besoin juste d'un seul control plane et ça peut suffire pour des petits besoins. Et on va se dire qu'on va faire la bascule sur une autre région en faisant un snapshot, une sauvegarde de la VM et en utilisant les fonctionnalités de notre hyperviseur pour la déplacer sur l'autre région. Comment ça se matérialise? Lorsque tout fonctionne bien, on a notre control plane sur la région A qui répond. Par contre, si notre région A crash, eh bien, on n'a plus de réponse de notre API. Donc là, on a une indisponibilité de notre control plane. Et là, on va avoir une restauration automatique basée sur les fonctionnalités de notre hyperviseur qui va en fait prendre la dernière sauvegarde de notre control plane, la restaurer sur la région B et on va pouvoir continuer à requêter notre API et communiquer de manière transparente. Dis-moi, Sylvain, il me semblait que dans ton contexte, justement, toi, tu n'avais pas cette fonctionnalité de bascule et de restauration automatique de l'hyperviseur. Comment vous avez fait? Effectivement, si jamais on n'a pas la possibilité de restaurer de manière automatique, eh bien en fait, on n'a pas d'autre choix que d'avoir une procédure manuelle. Donc, selon les soucis de licence, de fonctionnalité des hyperviseurs qu'on utilise, entre deux data centers, on peut parfois ne pas pouvoir faire de bascule auto. Et dans ce cas-là, par contre, il va falloir faire une bascule manuelle. Alors, les sauvegardes sont toujours automatiques, la bascule, elle, est manuelle, par contre, pour restaurer. Et pendant ce temps-là, par contre, on a une indisponibilité. Donc, est-ce que si jamais on mettait plusieurs control planes, ça résoudrait le problème? Alors, j'ai dit qu'on ne mentionnerait plus OpenShift. Bon, dommage, je vais le mentionner juste là. Avec OpenShift, on n'a pas le choix. En fait, par défaut, quand on déploie un OpenShift, on a 3 control planes. Alors que dans Kubernetes, on a le choix. On peut démarrer avec un seul control plane, puis en déployer donc d'autres, notamment 2 autres, pour arriver à ce nombre de 3 pour avoir cette redondance. Donc, quand on est dans un contexte multi-control plane, eh bien, vous allez peut-être le sentir venir, mais on a 2 sites et 3 control planes. Il faut faire un choix. Et on a 2 scénarios qui vont se poser devant nous. Le premier, c'est, on reste sur une gestion monozone pour les control planes. Et donc, on décide de dire, région A contient les 3 control planes. Et puis, la région B, au vu des control planes, va servir de région de secours.
Sachant que dans tous les cas de figure, on va avoir des workers qui sont répartis sur les deux régions. Ça, c'est le premier scénario. Ensuite, un autre scénario possible, c'est de dire, bon, bah, en fait, on va non pas mettre nos 3 control planes sur une seule zone, mais on va répartir. Bon, on ne peut pas faire un équilibre. On n'a que 2 zones, on a 3 control planes, donc on va mettre 2 d'un côté, 1 de l'autre, et on va s'appuyer encore une fois sur les technologies de l'hyperviseur pour restaurer les control planes qui auront failli en cas de défaillance d'une des zones. Cette solution, elle me plaît vachement plus parce que si jamais on met les 3 d'un côté, au final, ça revient à avoir la mécanique du mono-control plane. Et moi, j'ai des opérateurs, alors on y reviendra un petit peu plus tard, qui dépendent de mon API cube. Donc, si mon API cube n'est plus disponible, bah, je peux rien faire. Donc, est-ce qu'il y a des bloquants à mettre cette mécanique 2-1 d'un côté ou pas? En fait, oui, très bonne question. Il y a un point qu'on n'avait pas anticipé lorsqu'on l'a fait et qui nous a fait pas mal réfléchir. C'est que dans les composants de notre control plane, on a un composant essentiel qui, lui, est en charge de la redondance et la redondance de cette API cube qui est en charge aussi de stocker eh bien, les données ou du moins l'état plutôt du cluster cube. Ce composant, c'est etcd. Vous voyez, donc comme nous a partagé via ce dessin XKCD, qui est très vrai, c'est-à-dire qu'on est sur une infra-cloud sur lequel il y a énormément de choses, puis en fait, on a un tout petit composant qui est juste en dessous et qui, lui, par contre, est très, très important, c'est cette etcd. Basque les valeurs distribuées, qui a été créé par CoreOS en 2013 et qui est dans le giron de la CNCF depuis 2018 et qui a toujours été au cœur de Kubernetes. Donc, ceux qui ont creusé Kubernetes, l'administration Kubernetes, connaissent etcd au moins de nom et de par son rôle. etcd repose sur un algorithme qui fait vraiment le cœur du fonctionnement d'etcd et qui permet de bien comprendre comment fonctionne etcd. Cet algorithme, c'est l'algorithme Raft Consensus. Donc, c'est un algorithme qui a été fait en premier lieu pour être observable, compréhensible. Ensuite, c'est un algorithme qui se base énormément, si ce n'est pas exclusivement, je devrais dire exclusivement, de toute façon c'est dans son nom, il se base sur le consensus. Et le consensus, vous allez voir, c'est une information qui va être très très importante. Les points clés de cet algorithme Raft, dans sa conception, c'est qu'il est implémenté en premier lieu pour faire de la réplication de logs. Le système évolue, avance tant que la majorité des nœuds sont disponibles. Son modèle d'erreur, c'est fail stop. Et ensuite, delay ou perd les messages selon les cas de figure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le consensus n'est plus disponible, on arrête et j'attends. J'attends la suite du comportement, j'attends le retour, plus exactement, du consensus avant de refaire des écritures. Et comme je l'ai mentionné juste avant, il est fait pour la compréhensibilité, donc c'est un algorithme qui est facile à observer. On s'attarde un peu plus du coup sur le consensus. Le consensus, qu'est-ce que c'est? Le consensus, donc on allait prendre la définition du DICO, pas besoin d'inventer grand-chose. Le consensus, c'est un accord de plusieurs personnes ou de plusieurs textes dans un domaine déterminé. Donc dans notre cas de figure, le consensus, ça va être le consensus entre les 3 nœuds de notre TCD. Voici une illustration donc du fonctionnement du consensus dans Raft, c'est-à-dire que nous avons un point de départ où tous nos membres du cluster etcd démarrent en tant que follower. Un follower ensuite va passer un timeout et ce timeout va démarrer une élection. Donc par défaut, il n'y a pas de maître, de porteur de vérité à l'initialisation d'un cluster etcd. Il faut qu'il y ait un premier consensus pour élire le premier porteur de vérité. Donc
Chaque follower va avoir un timeout et vont initier une élection. Ils vont changer d'état et devenir candidats. En tant que candidat, eh bien, 3 possibilités. Ils reçoivent la majorité des votes des autres membres. C'est-à-dire qu'en tant que candidat, ils vont s'exprimer, ils vont dire « Je vote pour moi, je suis candidat, est-ce que vous votez pour moi ?» S'il reçoit la réponse des 2 autres membres, eh bien, dans ce cas, le candidat devient leader, il est élu, c'est lui qui est le porteur de vérité. Au contraire, si le candidat, pendant qu'il fait acte de candidature, ne reçoit pas de réponse, ou du moins ne reçoit pas de consensus, et que le temps, parce que cette demande de candidature, encore une fois, est sujette à time-out, si ce time-out est atteint, eh bien, dans ce cas, notre candidat relance une nouvelle élection en disant « Je suis à nouveau candidat, j'ai voté pour moi, est-ce que vous votez pour moi ?» Troisième cas de figure, pendant que notre candidat est en attente de vote pour lui-même, eh bien, au lieu de recevoir un vote pour lui-même, il reçoit une information comme quoi un leader est déjà élu, c'est-à-dire que les 2 autres se sont accordés pour voter sur un nouveau leader, et donc notre candidat dit « Ah bon, ok, très bien, j'ai perdu l'élection, je me mets ensuite du nouveau leader », et dans ce cas, le candidat repasse à l'état de follower. Un leader peut aussi changer d'état, puisque si un leader observe et reçoit, puisqu'en fait les 3 candidats, les 3 membres communiquent en permanence entre eux, si un leader reçoit une information comme quoi les 2 autres membres se sont accordés sur un nouveau leader, eh bien, notre leader isolé, que je vais appeler isolé, eh bien, passe, lui, aussi, dans son état de follower, en disant « Ok, je ne suis plus le leader, ce n'est plus moi le porteur de vérité, je deviens le suiveur, le follower du candidat élu. » Alors, petite démonstration, vous avez donc là une illustration qui est faite à travers un outil qui s'appelle Raftscope, qui nous permet de voir comment fonctionne donc de façon illustrée cette élection. Donc là, vous avez pu voir, on a S1, S2, S3, ils échangent en permanence, vous voyez cette petite bulle orange qui navigue, et on voit que S1 est cerclé de noir. Il est même indiqué en rouge, ce qui indique que voilà, c'est notre premier leader. On va lui demander de faire un request, c'est-à-dire qu'on va demander confirmation aux autres membres. Et là, on peut voir que dans le tableau de droite, au premier temps de request, eh bien, tout le monde était d'accord et on a écrit dans les logs que, en l'occurrence là, on a écrit la valeur que du temps de S1. Si on veut faire une analogie, en fait, une fois qu'une donnée est acquittée par l'ensemble du consensus, c'est le moment où on crée notre pod, par exemple. Donc, typiquement, ici, c'est l'information « j'ai créé un pod sur tel nœud qui a été enregistré et acquitté par les autres membres ». Alors maintenant, je vais arrêter un follower. OK. Donc là, on peut voir que la communication ne se fait plus qu'avec S1 et S2, et on va demander à S1 de demander une écriture. OK. 2 sur 3, on a toujours une majorité qui est d'accord, donc l'écriture peut se faire. Très bien. Maintenant, on va demander à lancer une nouvelle élection. Donc, je lance un timeout sur S1, OK. Alors là, coup de bol, pour S1 en tout cas, il a demandé une élection et S2 n'était pas candidat à ce moment-là, donc S2, en recevant la demande de vote de S1, a dit « Oui, oui, d'accord, pas de problème, je vote pour toi. » Si on fait le request, on confirme, S1 est toujours le porteur de vérité. Maintenant, on va arrêter notre leader. On s'aperçoit que S2, du coup, maintenant est tout seul. Il essaye de prendre la main, donc on voit ce point qui illustre le vote, et donc on voit que les temps d'élection passent,
mais S2 n'arrive pas à obtenir de majorité, il n'arrive pas à obtenir de consensus, n'ayant pas de réponse de ses voisins, et donc ne peut faire d'élection. Si on fait un request, on s'aperçoit dans le tableau de gauche, il n'y a même pas de demande, on ne voit pas le numéro apparaître entre pointillés en attente de consensus, auquel cas, voilà, on ne peut Là, pas. si on fait l'analogie avec Cube, bah, c'est le moment en fait où votre cluster ne répond plus. Vous n'avez plus le consensus dans votre cluster et du coup, toute demande de création, de déploiement, de pod, de config map, etc. va échouer tant que le quorum TCD ne sera pas restauré. Tout à fait. Donc là, je vais relancer un des followers, par exemple S3, et je vais essayer de faire en sorte de le faire au bon moment, dans le timing. Ah, raté. Donc on voit là, S2 a reçu la réponse de S3 et on est dans un cas de figure où on est de retour avec nos deux membres et un quorum possible. On peut écrire et là, si on demande à S2 de demander une écriture, on s'aperçoit que dans un premier temps, S3 a rattrapé son retard et ensuite, il a autorisé l'écriture. Si je relance S1, on peut voir que S1, à son tour, va demander aussi une écriture. Alors, je vais restopper S2 et je vais essayer de créer un speed brain. Alors, c'est pas évident. Faut réussir à le faire au bon moment par rapport au timeout. Non, si les timeouts ne sont pas synchronisés, je ne vais pas y arriver. Ok, dommage. Ce que j'ai essayé d'illustrer, c'est... Ah, j'arrivais peut-être mieux comme ça. Là, on est peut-être plus proche. Si je fais un timeout ici. Ouais, là, on est plus proche. Alors, on va réessayer. Voilà. Là, vous voyez, en fait, ils sont tous les deux, S1 et S3 étaient tous les deux dans le même temps et candidats en même temps. Ils le sont toujours et ils essayent d'avoir un consensus. Ils ne sont que deux. Donc, tant qu'ils vont être dans le même timing, que leur timeout va être synchrone, eh bien, ils n'arriveront pas à se mettre d'accord. Là, ça y est, leurs timeouts se sont désynchronisés. Donc, à noter que les timeouts des différents nœuds etcd ne sont pas forcément strictement identiques. Et, entre autres, la raison, elle est là. C'est que pour éviter cette situation de split brain, où on se retrouve avec deux candidats qui, malheureusement, n'arrivent pas à se mettre d'accord, puisque le troisième n'est pas là pour les aider. Et si on fait un request, là, on peut s'apercevoir, OK, l'écriture est faite, il n'y a pas de souci. Et si on résume S2, voilà, là, on a l'écriture. Voilà, très bien. Donc ça, c'est pour la petite démonstration, un peu. Amusez-vous avec vos clusters etcd, vos clusters cubes, ou même etcd, puisqu'il est utilisé dans d'autres composants. Amusez-vous à tester ces comportements-là. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, dans la configuration etcd, on est dans un cas de figure où nous sommes sur une répartition de type network partition, c'est-à-dire que nous avons 3 membres répartis sur 2 sites. Nous avons, en cas de panne, on va se retrouver sur le mind map que vous avez là sous vos yeux, c'est-à-dire que, premier cas, je vais partir à droite, c'est le cas le plus simple. Une minorité est indisponible, c'est-à-dire que nous avons 2 membres toujours disponibles. Si le leader est dans cette minorité, on est dans le cas de figure d'une follower failure selon etcd, eh bien dans ce cas de figure, le consensus est conservé, il n'y a pas de nouvelle élection à refaire, et donc en cas de retour de la minorité, si c'était simplement une indispo réseau par exemple entre vos 2 sites, eh bien, nous sommes de nouveau à 3 membres. Le follower reste follower, rattrape son retard comme on l'a vu sur la petite démo. Et on est sur une résolution automagique, j'ai envie de dire. La minorité se synchronise avec les données de la majorité. Bien. Si par contre le leader est dans la minorité, on est dans le cadre d'une leader failure, là, on se retrouve du coup
sur un consensus qui existe toujours. On a toujours 2 membres actifs qui sont disponibles. Par contre, il y a nécessité de faire une nouvelle élection. Comme on a notre consensus qui est disponible, notre quorum est toujours là, le nouveau leader est élu dans cette majorité, donc entre les 2 membres. Que se passe-t-il si jamais le minoritaire, le leader minoritaire revient à la vie ou revient dans le cluster ETCD? On se retrouve avec 3 membres et potentiellement 2 leaders. Normalement, notre leader étant tout seul, va se resynchroniser et dire « Ok, je ne suis plus le leader, je prends les données. » Ok. Dans ce cas de figure, ça c'est si tout se passe tout seul, eh bien on va avoir un souci, c'est que les potentielles écritures qui ont été faites sur ce leader minoritaire vont être perdues. Alors je dis potentielles écritures parce que lorsqu'il détecte qu'il est tout seul et qu'il n'a plus de consensus, il ne peut pas écrire. On est d'accord. Mais si jamais vous avez une écriture qui commence et qui n'est pas terminée au moment où vous avez la panne, eh bien cette écriture, comme elle est initiée par un leader qui est devenu minoritaire, elle sera perdue. Et donc ça veut dire, cette écriture-là, ça va être un changement de pod, par exemple, un changement d'état sur un pod, d'un déploiement, un nouveau déploiement, un stateful set, peu importe. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, eh bien, nos 2 leaders n'arrivent pas à se mettre d'accord. C'est pas tout à fait normal par rapport à l'algo, mais ça peut arriver. Et dans ce cas de figure, il faut forcer une nouvelle élection. Passons maintenant dans l'autre cas de figure. Maintenant, c'est la majorité qui est vue comme étant indisponible. Donc, dans le cas d'une panne réseau, en fait, vous avez les 2 arbres qui se déclenchent en même temps. Et après, vous ajustez en fonction de où se passe le leader. Si on est sur une panne plus importante qu'une panne réseau, voilà, on a notre majorité qui devient disponible. On est sur le site qui n'a plus qu'un seul membre. Et on se retrouve avec un leader isolé. Donc notre leader est dans la majorité. C'est ce qui, au vu du membre restant, on est dans le cadre d'un leader failure. On perd le consensus. On ne peut pas faire de nouvelle élection. ETCD passe en lecture seule. Si on a un retour de notre majorité, eh bien, on va avoir un retour du consensus, on va avoir notre résolution qui va se faire automatiquement puisque le leader était de l'autre côté, il revient, très bien, on se remet tous d'accord et la minorité se remet à suivre ce leader. Si par contre on a notre majorité qui était complètement HS, eh bien là il faut qu'on parte sur une procédure de disaster recovery qu'on va vous détailler juste après. Autre cas de figure quand on n'a plus qu'un seul membre, c'est le leader est dans la minorité. Donc là, on a un follower failure, le leader est tout seul. On est à nouveau dans un cas où on a une perte du consensus, on ne peut pas faire de nouvelle élection, ETCD passe en lecture seule. Si notre majorité revient, eh bien là, on revient sur le cas de figure que j'ai évoqué tout à l'heure, avec notre leader dans la minorité. On se retrouve avec un potentiel speed brain. Normalement, ETCD est capable de résoudre le problème de lui-même. Mais si ce n'est pas le cas, il faudra forcer une nouvelle élection. Et dans le pire des cas, je ne l'ai pas mentionné, mais dans le pire des cas, il faudra passer par un disaster recovery. Justement, si on a notre majorité, donc on n'a plus qu'un seul membre ETCD, et on a notre majorité qui devient HS, eh bien là, il faut passer aussi par la procédure de disaster recovery. Donc, dans tous les cas de figure, si je résume, lorsque vous avez votre majorité qui devient indisponible et qu'elle n'est pas capable de revenir, vous êtes sûr, vous envisagez une procédure de disaster recovery. Si elle est capable de revenir, il va falloir y penser quand même. Vous allez potentiellement avoir des situations où ETCD ne saura pas se résoudre de lui-même. Alors, il y a un cas qui n'a pas été présenté, mais qui peut arriver. C'est lorsque vous allez initialiser votre cluster, il se peut qu'il y ait une défaillance réseau ou autre pendant l'initialisation de votre cluster. Donc, vous installez un premier membre et puis vous démarrez sur un autre nœud et
ça foire. Là, il n'y a pas d'autre étape que de recommencer de zéro. Vous n'avez pas de données à sauvegarder puisque vous initialisez tout juste votre cluster. Donc, la seule mécanique ici, c'est de supprimer tout, recommencer de zéro et espérer que ça passe mieux la seconde fois. Si ça foire sur l'initialisation, il n'y a pas trop d'autres solutions. Alors, on vous a parlé de disaster recovery. Il faut notamment, pour avoir une procédure de disaster recovery, avoir des sauvegardes. Ça va être la première étape si jamais on veut faire cette mécanique de disaster recovery. À noter, vous ne voulez pas avoir vos sauvegardes uniquement sur le node qui fait tourner votre TCD. Donc, pensez bien à externaliser ces sauvegardes. Et donc, du coup, la première étape va être de récupérer ce dernier snapshot. On va ensuite avoir une phase de nettoyage qui va consister en fait à supprimer les données de l'ETCD encore présentes, tout simplement parce que sinon on va redémarrer dans un état instable. Donc l'idée c'est que le snapshot, en fait, la sauvegarde ETCD se suffit à elle-même. Donc on va supprimer les anciennes données et redémarrer d'une sauvegarde qu'on sait valide. Une fois cette phase de nettoyage faite, donc sur nos 3 control planes, on va redémarrer en mode mono nœud, c'est-à-dire on va redémarrer uniquement un seul TCD. Donc on va avoir un control plane qui va revenir cohérent. Et une fois que ce control plane est valide, eh bien, on va démarrer les 2 autres instances, donc les faire rejoindre à nouveau. Et non pas à partir des snapshots, cette fois, simplement les faire rejoindre. Et c'est en fait en rejoignant qu'elles vont se resynchroniser avec le leader. Et ensuite, on va avoir l'état de notre cluster. On va pouvoir vérifier que notre cluster a bien nos 3 membres qui sont sains. Et du coup, on peut avoir notre API qui est de nouveau disponible. Tout à fait. Et donc, on voit ici qu'il y a un point très important, c'est que oui, on met de la redondance en place, mais attention, assurez-vous d'avoir vos sauvegardes de TCD et assurez-vous aussi d'avoir éprouvé la démarche de restauration de votre sauvegarde de TCD. C'est une démarche qui n'est pas forcément évidente et si vous vous ratez, concrètement, il faut redéployer l'intégralité de votre cluster Kubernetes et donc redéployer l'intégralité des applications qui étaient dedans. À noter, pendant que notre API, que notre TCD est indisponible, les workers, eux, continuent de fonctionner. Les pods qui étaient déployés continuent de tourner. Les services qui sont déployés continuent de servir ce qui est en face. La partie réseau de Kubernetes, elle, est toujours fonctionnelle. Par contre, l'API Kubernetes, elle, est au mieux en lecture seule. Donc, vous pouvez éventuellement requêter, mais avec certitude, vous ne pourrez pas écrire. Ce qui fait que si jamais un de vos pods tombe en erreur et que la kubelette essaie de redémarrer ce pod-là, elle va requêter la PIQ pour lui dire essaie de redémarrer ce pod et éventuellement replace-le ailleurs. Et ça va rester en pending puisque on ne pourra rien faire. Tout à fait. Alors, du coup, ça nous amène sur un second point. Maintenant, on a réussi à avoir un control plane qui est disponible, donc avec notre base de TCD qui est hautement disponible. Par contre, si vous placez un seul pod pour votre application, ça n'a pas grand intérêt. Et donc, il va également falloir faire ce travail-là sur les applications que vous allez déployer. On va prendre un exemple avec un déploiement. Lorsqu'on fait un déploiement avec 2 réplicas, donc on va avoir 2 pods qui vont être créés, par défaut, le scheduler, on n'a aucune garantie de placement du pod. C'est-à-dire qu'ici, on voit on a nos nœuds sur les 2 régions. Si on n'a pas de bol, on peut très bien avoir tous nos pods qui se retrouvent sur la région A, ce qui fait que si la région A tombe, mon front-end n'est plus accessible. Pour ça, on aimerait plutôt être dans le cas de figure suivant, c'est-à-dire qu'on voudrait avoir un pod dans chaque région afin de s'assurer que si l'une des 2 régions est KO, on va quand même pouvoir avoir une disponibilité du service. Et pour ça, nous allons utiliser la mécanique d'anti-affinité. Donc, cette mécanique d'anti-affinité fait partie des specs standards de notre API Kube concernant les pods. Comme vous pouvez voir sur l'extrait de code qu'on vous a mis, on va déclarer donc une affinité avec de type pod anti-affinity et dans lequel on va lui donner notamment la clé pour faire cette répartition. Et donc, à savoir, quelle est la clé dans les propriétés du pod, notamment dans ses métadatas,
sur laquelle le scheduler de Kubernetes va s'appuyer pour dire, OK, ce pod-là, j'ai 3 réplicas ou j'ai 2 réplicas, on va rester sur le cas simple. J'ai 2 réplicas, je me base sur la clé. Donc, dans notre exemple, on se base sur une clé donc un label. Quand je dis une clé, c'est un label dans les métadatas qui s'appelle topology.kubernetes.io/région. Je regarde la valeur et je m'arrange pour que je déploie mon pod sur les nodes, donc les nœuds, les computes, qui auront une valeur région différente. Donc, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on a bien la demande d'anti-affinité en mode requise, c'est-à-dire que si jamais elle n'est pas valide, eh bien votre pod restera en pending et ne démarrera pas tant qu'il ne pourra pas satisfaire cette condition. On a également le cas inverse, qui est cette fois une affinité. Alors, le cas d'usage pour l'affinité, ça va typiquement être vouloir réduire la latence réseau, par exemple, pour regrouper une BDD et sa base de cache à côté, qui serait du coup fortement sollicitée. Et si elles sont sur 2 régions, forcément, ça induirait des latences. Donc pour ça, on va avoir une affinité, et on voit ici que cette affinité, elle est préférée, mais pas obligatoire. C'est-à-dire que le scheduler va essayer au maximum de respecter cette affinité, mais s'il n'y parvient pas, il va quand même déployer le pod sur un nœud qui ne respecte peut-être pas ces conditions. Donc ici, on voit qu'on va indiquer, donc sur ma base de données qui s'appelle MyBDD, je lui dis, tu vas te placer à un endroit sur un nœud où il y a déjà un pod qui a pour nom MyRedis. Et donc du coup, le scheduler va essayer de trouver sur tous les nœuds un Redis qui est déjà déployé et va venir placer ma base de données à cet endroit-là. Alors, au niveau de la topologie key, dans notre exemple, on a mis une topologie qui se base sur un label topologie région. Dans votre réalité, vous pouvez mettre le label que vous souhaitez. Donc, ça peut être région, zone, ça peut être aussi un label genre SSD, ça peut être fast, économie, ce que vous voulez. C'est vous qui déterminez, ce sont les labels que vous avez déployés sur vos nœuds Kubernetes. Alors, ça fonctionne très bien quand on est sur du stateless, donc pour déployer un front-end, un back-end qui n'a pas besoin de persistance de données ou autre. Par contre, souvent, on va avoir besoin de stocker des données, ne serait-ce que pour les données d'une base de données, par exemple. Et dans ce cas-là, on va être obligé d'avoir des données stateful. L'inconvénient qu'on a tous les deux rencontré sur les projets sur lesquels on est intervenu, donc on était on-prem, et on n'avait pas de réplication du stockage entre les 2 régions. Ce qui fait qu'une donnée stockée sur la région A était présente dans le pool de stockage de la région A, mais n'était pas présente dans le pool de stockage de la région B. Ce qui fait que si on déplaçait le pod, par exemple, qui utilisait un PVC, de la région A vers la région B, on ne pouvait pas récupérer la donnée. Il fallait mettre en place une mécanique de réplication au niveau applicatif. Donc pour ça, on va vous présenter comment on l'a fait pour quelques applications, notamment la base de données. Ouais. Alors juste avant d'aller sur cet exemple, pourquoi nous étions sur un stockage qui n'était pas répliqué? Eh bien tout ça, c'était lié au contexte et au choix de licence, choix technologique du client, enfin des clients en l'occurrence, chez lesquels nous étions. Donc et puis, dans vos contextes, vous n'êtes pas forcément aussi en mesure de gérer le stockage sur lequel s'appuie votre Kubernetes. Peut-être qu'il est aussi géré par une autre équipe. Et donc, vous devez faire avec les contraintes qui sont faites et qui sont posées devant vous. Alors, le premier exemple, ça va être avec Postgre. Donc, on utilise un opérateur. Donc, on voit ici qu'on a la définition de l'API version, donc qui est une custom resource définition. On va déployer un cluster CNPG, donc un cluster Postgre. Et CNPG, en fait, propose cette gestion de réplication des données nativement. C'est-à-dire qu'on va on va activer l'affinité. Donc, on va lui dire de faire une anti-affinité pour mettre le nœud principal et le réplica sur les 2 régions. On va lui donner la topologie key et on va lui dire que cette anti-affinité est obligatoire. Donc, il ne va pas mettre
un primary et un réplica sur la même région. Attention, on le disait tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on a autant insisté sur la partie disponibilité de votre API Cube? Parce que les opérateurs vont communiquer avec l'API Cube pour mettre à jour des services, des métadonnées. Lorsque votre bascule de primary à réplica va se faire ou inversement, CNPG va mettre à jour des services pour dire le service qui pointe vers la base de données en lecture-écriture et pas vers les réplicas, finalement, c'est plus ce pod-là, c'est celui-là. Si votre API Cube n'est pas disponible, l'opérateur ne sera pas en mesure de mettre à jour le service. Ouais. Donc attention à bien avoir la disponibilité de votre API Cube. C'est un point très très important. Et alors j'en profite puisqu'on est sur LinkedIn. Il y a eu un billet de la part des équipes SRE, des équipes de prod de LinkedIn, justement sur comment eux ont mis en place une solution d'opérateur qui justement ne s'appuie pas que sur l'API Cube ou ne s'appuie plus sur l'API Cube tout en étant un opérateur Kubernetes. Alors, un autre cas qu'on a rencontré, c'est avec Kafka, du coup, qui est un système de fil de messages distribué. Et lorsqu'on déploie du Kafka dans du Cube, très souvent, on se tourne vers Streamz, qui est un opérateur assez utilisé pour déployer du Kafka dans Cube. Et à ce moment-là, il y a deux cas pour pouvoir déployer notre cluster Kafka. Soit on est avant la version 4, et dans ce cas-là, on a encore Zookeeper qui est utilisé. Donc pour information, si vous êtes encore avec une version inférieure à 4, vous ne pourrez pas mettre à jour vers le nouvel opérateur, vers la dernière version de l'opérateur du moins, puisque, on va le voir juste après, Zookeeper n'est plus supporté avec la dernière version de Streamz. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de Zookeeper? Parce que c'est lui en fait qui va gérer les élections de leaders entre les différents brokers Kafka. C'est-à-dire qu'on va avoir des partition leaders qui vont du coup détenir la donnée écrite dans nos topics, et cette donnée va être répliquée entre les différents brokers. Si jamais on perd une région, il faut élire un nouveau leader, et pour ça, il faut que notre Zookeeper soit accessible. Comment est-ce que du coup on fait pour maintenir ce quorum? C'est-à-dire qu'on ici, on voit qu'on a deux Zookeepers d'un côté, un de l'autre. Eh bien, en fait, on n'a pas eu le choix à ce moment-là que de faire une procédure manuelle pour pouvoir déplacer, recréer un Zookeeper sur la région restante pour pouvoir restaurer le quorum et dans ce cas-là, pouvoir continuer d'élire nos partition leaders. L'avantage, c'est qu'avec les dernières versions de Kafka, il n'y a plus cette dépendance à Zookeeper qui existe, puisqu'on utilise maintenant Kafka Raft. Le nom vous dira peut-être quelque chose, puisqu'on en a déjà parlé avant. Pardon. Et en fait, c'est directement dans les brokers qu'on va gérer l'élection de ces partition leaders. Donc, il n'y a plus cette dépendance à Zookeeper qui existe. Maintenant, on voit qu'on a nos quatre brokers Kafka qui sont répartis entre nos deux régions. Et il faut par contre simplement s'assurer de bien définir nos topics et notamment les réplications des données de ces topics. Pourquoi? Parce que, en fait, sinon, on va potentiellement avoir des données qui seront répliquées uniquement sur une région. Alors pour ça, Kafka, du coup, propose un fonctionnement en mode rack, c'est-à-dire qu'on va lui donner une topologie key et il va répartir les données, donc lorsqu'on va répliquer les données, entre les différentes régions, donc entre les brokers répartis sur les différentes régions. Pour ça, on va lui donner un replica selector class particulier qui va être le rack-aware resource selector et qui du coup va se baser sur les données en fait d'où est placé le broker Kafka pour lorsqu'il écrit la donnée, la répliquer sur l'autre région. Et on va définir un min-in-sync réplica à 2. On a mis 2 brokers de chaque côté. Ça garantit que si jamais on perd une région entière, on a toujours 2 brokers qui sont disponibles. On pourra quand même continuer d'écrire dans nos topics. Là aussi, on avait uniquement 3 brokers. Eh bien, si on perd la région où il y a 2 brokers, on se retrouve avec uniquement un broker restant. Et si on a un min-in-sync réplica à 2, eh bien, en fait, avant d'acquitter le message, il va chercher à la répliquer ailleurs. Il ne sera pas en mesure de l'appliquer, et dans ce cas-là, les écritures dans votre topic vont échouer.
Alors du coup, en résumé, est-ce que cube sur 2 régions, on y va? Alors la première question à se poser lorsque vous déployez on-prem, c'est est-ce que votre hyperviseur va supporter le déplacement ou la restauration à chaud de VM, notamment pour la partie control plane. C'est hyper important et si jamais c'est pas le cas, vous n'aurez pas de bascule automatique, vous allez devoir faire des procédures manuelles, enfin du moins déplacer manuellement, restaurer manuellement à partir d'un snapshot. C'est pas l'idéal, préféré si c'est possible dans ce cas-là vraiment de partir sur 3 régions. Et si jamais vous avez ces déplacements restauration à chaud, il y a une autre problématique qui est le stockage. Donc le stockage, s'il n'est pas distribué répliqué, vous allez devoir ce qu'on vous a présenté avant, c'est-à-dire gérer la réplication au niveau applicatif, puisque vous ne pourrez pas l'avoir disponible, répliqué entre vos 2 sites. Sinon, tant mieux, vous allez sûrement pas rencontrer nombre de problématiques qu'on a rencontrées. Vous en aurez sûrement d'autres, mais vous n'aurez pas cela. Alors, pour terminer, on a quelques alternatives à vous proposer, notamment une 3e zone. Alors, en fait, c'est pas pour rien qu'on recommande 3 zones partout. Oui. On va pas vous dire de déployer une 3e zone entière avec des workers et tout, donc un 3e data center. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est faire ce qu'on appelle une voting zone, c'est-à-dire déployer juste une instance de TCD ou un control plane si jamais vous êtes avec OpenShift, qui va servir d'arbitre. Si votre région A ou votre région B tombe, cette voting zone est toujours disponible. Elle sert juste à dire, finalement, le leader, maintenant, ça sera la région restante, ou ça sera moi, et pour garder en fait votre quorum et continuer à garantir la disponibilité de votre cluster ETCD si vous perdez une région. Oui. Cette 3e zone a un gros intérêt puisqu'elle apporte aussi, elle réduit les cas de figure où vous vous retrouvez avec une perte réseau entre la région A et la région B. Bien souvent, votre 3e région, elle est toujours au niveau réseau, elle arrive toujours à communiquer avec A et B. Donc, tant qu'elle arrive à communiquer avec A et B, eh bien, le cluster ETCD continuera de considérer que les 3 nœuds ETCD sont disponibles et continuera d'enclencher et d'engendrer un comportement normal de notre Kubernetes. Alors, une autre alternative, du coup, on l'a dit, si vous n'avez pas de stockage distribué, la solution, si votre hyperviseur ou le cloud avec lequel vous travaillez ne propose pas de stockage distribué, c'est peut-être de bâtir cette solution de stockage distribué directement dans votre cluster Kube, que ce soit avec Rook ou Longhorn. Alors là, vous allez sûrement nous poser la question pourquoi on ne l'a pas fait. Notamment parce que dans les projets sur lesquels on a intervenu, c'était la responsabilité à l'origine de l'hyperviseur de gérer ce stockage et on s'est aperçu de ça un peu sur le tard. Et également tout simplement parce qu'il y a des contextes où les clients n'approuvent pas forcément ce choix-là. Et du coup, il faut jongler avec et du coup être capable quand même de pouvoir stocker la donnée et gérer la réplication de la donnée autrement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la solution existe que vous allez pouvoir l'utiliser librement. Il faut toujours s'adapter au contexte que vous avez en face de vous. Et malgré l'intérêt de la solution, parfois, elle n'est pas validée par X ou Y équipe dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Autre alternative, eh bien, tout simplement d'externaliser le stockage. Comme je l'ai mentionné un peu précédemment, on peut aussi être dans le cas de figure où le stockage est géré par une autre équipe. Et dans ce cas, on se met d'accord avec cette équipe-là qui certainement va utiliser, bien souvent, c'est une équipe qui a des baies de stockage qui, elles, sont répliquées, telles du NetApp, du Dell EMC, ce genre de choses. Et donc, de se mettre d'accord pour mettre un connecteur connecté au au CSI pardon, de votre Kubernetes et pour permettre de le consommer directement. Ce qui vous enlève aussi cette gestion à avoir côté Kubernetes. Et ça peut également être d'utiliser en fait des services managés. Si jamais, alors vous êtes dans du cloud public, ça peut être ça, de dire en fait je ne gère pas les données à l'intérieur de mon cluster, mais je vais prendre une base de données managée, utiliser du stockage objet, donc du S3 pour persister mes données. Ça peut également être une solution. Une autre alternative que l'on peut trouver, c'est une stratégie multi-cluster. Dans le cas de figure qu'on a mentionné aujourd'hui, on était parti sur une stratégie stretch cluster. Vous pouvez aussi partir sur une stratégie multi-cluster, c'est-à-dire que vos 2 régions sont
indépendantes. Et ce sont 2 clusters cubes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Après, ce sera aux composants de déploiement, à vos composants de déploiement de faire l'arbitrage région 1, région 2. Autre alternative dans cette stratégie multicluster également, c'est de rajouter une fédération, d'avoir une fédération en amont. Donc là, il y a différents outils qui existent chez les cloud providers, chez Red Hat, en open source, pour faire de la fédération de clusters. Vous avez même une API Cluster Manager qui arrive aussi en natif dans Kubernetes, qui vous permet d'avoir justement ce manager de cluster qui va vous permettre d'avoir vos clusters répartis sur différentes régions et de pouvoir le gérer assez simplement via vos manifestes. Merci pour votre attention. Pour ceux qui voudraient le lien vers les slides, il y a le petit QR code qui va être ici. On mettra également le lien sur LinkedIn à la fin de cette présentation. Et si vous avez des questions, on va y répondre dans la mesure du possible. Alors, pendant la présentation, donc on a eu Vincent, effectivement, donc je l'ai mentionné, qui disait région ou zone. Donc ça, c'était au niveau du label de l'affinité. Effectivement, donc là, c'est pour la partie affinité, anti-affinité, pardon. Eh bien, mettez les labels qui correspondent à votre réalité. Nous, on a pris un exemple où, dans notre cas de figure, on a utilisé la topologie région, mais vous pouvez utiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, celui que vous voulez. Il y a également une question de Sofiane sur le fait de pouvoir déployer un cluster Kafka dans Kube sans un tiers. Alors oui, en fait, on peut effectivement déployer un cluster Kafka dans Kube sans un opérateur ou autre. On a fait le choix quand même de partir avec un opérateur, tout simplement parce que déployer un Kafka, notamment pas juste une instance, mais plusieurs instances, ça veut dire gérer toute la configuration de ces instances, gérer les secrets, les services, la communication avec les certificats, si jamais on veut du TLS dans les échanges ou autres. Donc du coup, c'est quelque chose que Streamzy va nous faciliter le travail en faisant ça nativement et va gérer le cycle de vie. On va également pouvoir gérer les topics qu'on va déclarer directement avec des CRD pour créer nos topics, ce qui nous évite de le faire à la main si on déploie ça. Un autre intérêt de la chose, c'est que potentiellement, vous pouvez déléguer à vos développeurs le choix du déploiement des instances Kafka, puisque vous leur proposez une CRD relativement simplifiée par rapport à une administration d'un cluster Kafka dans son ensemble. Donc, ça permet aussi de travailler main dans la main avec les développeurs et de leur donner un peu plus de latitude sur leurs travaux, plutôt que de dépendre d'une autre équipe et sur lequel vous pouvez potentiellement avoir des procédures potentiellement lourdes avec échange de tickets et autres sur le sujet. Et quand bien même vous vous feriez un déploiement d'un Kafka dans un cube sans tiers, dans tous les cas, vous avez quand même cette élection de leader dans votre Kafka qui va être nécessaire. Donc, vous allez avoir les mêmes contraintes et les mêmes problématiques que l'on retrouve avec notre TCD, potentiellement. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. On a encore un peu le temps, Thomas? Ouais, merci beaucoup. Oui, bon, on a encore 5 minutes. S'il y a de nouvelles questions qui apparaissent, c'est le moment. Allez-y, avant de... Puis sinon, de toute façon, on disparaît pas après. Donc, si jamais il y a d'autres questions, vous pourrez toujours les poser dans les commentaires et on essaiera d'y répondre au mieux. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à nous recontacter via LinkedIn. Tout à fait. Bah, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nouvelles questions qui apparaissent, donc on va pouvoir en rester là. Okay. Je souhaite un bon appétit à tous ceux qui n'ont pas encore mangé. Merci beaucoup encore Nicolas et Sylvain pour, merci beaucoup pour cette présentation, pour ce live. Et puis on se retrouve d'ici 2 semaines, je pense, pour un nouveau live. Il faut que j'annonce tout ça sur francedevops.fr. N'hésitez pas à aller y faire un tour dans les prochains jours. Et le CFP est toujours ouvert. On va pas tarder à se pencher sur la programmation du 2e semestre. Petit appel. Merci beaucoup. J'ai hâte de voir les prochains sujets. Merci Thomas. Merci tout le monde. Bon après-midi. Au revoir. Salut.